Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, que vous soyez abonnés depuis longtemps à cette émission ou que vous la découvriez à l'occasion de ce top des meilleurs films de 2024, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025, que je vous souhaite pleine de réussite, pleine de promesses et pleine de beaux moments de cinéma. En tout cas, c'est ce à quoi nous allons nous atteler dès maintenant, revenir sur les meilleurs moments de cinéma, en tout cas les films que j'ai préférés l'année précédente. Et vous allez voir, il y a à boire et à manger, il y a probablement des films avec lesquels vous serez complètement en accord, d'autres avec lesquels vous serez en complet désaccord, des films que vous ne connaîtrez pas. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et ce sera aussi l'occasion pour vous d'un peu mieux me connaître, parce que quand on se montre nos tops, n'est-ce pas, c'est une manière de faire connaissance et de voir à quoi est-ce que ça ressemble là-dedans, la psyché de la personne qui aime le cinéma et qui nous parle de films, qu'est-ce que ça dit d'elle. Donc c'est pour ça que surtout, n'hésitez pas à vous me partager vos tops en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast où c'est possible, parce que je suis très intéressé de voir ce qu'aiment les gens qui me suivent. Maintenant, avant de commencer, quelques consignes de sécurité classiques de ce genre d'émission. Si jamais un film que vous aimez n'est pas dans le top, il y a plusieurs raisons possibles à cela. Globalement, il y en a deux. Petit 1, c'est possible que je ne l'ai pas vu, et dans ce cas-là, inutile de s'énerver ou de m'insulter. Même si, a priori, j'ai quand même rattrapé tous les gros morceaux de l'année 2024, mais c'est possible que une perle rare me soit passée sous le nez, voilà. Ou alors, deuxième raison, peut-être que je n'ai pas aimé ce film, ou en tout cas que je ne l'ai pas aimé autant que vous. Et alors, dans ce cas, gardez votre calme, encore une fois, respirez, vous allez voir, ça va très bien se passer. Si jamais il se trouve que je n'aime pas un film que vous adorez autant que vous, voire que je ne l'aime pas du tout, eh bien nous nous poserons ensemble la question de savoir qui entre vous et moi a des goûts de merde. Je vous laisserai trouver votre propre réponse à cette question, parce que moi, en ce qui me concerne, la réponse aura déjà été tranchée. Voilà. Non, je le précise parce que tous les ans, il y a toujours 2-3 personnes qui en viennent carrément aux mains, à l'insulte numérique pour des questions de film et de cinéma, ce qui me laisse éminemment dubitatif à chaque fois, mais que voulez-vous, ça fait plaisir aussi de voir des gens passionnés, hein. On est passionnés nous aussi, on est entre passionnés dans cette émission, et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. Démarrons tout de suite avec le numéro 10, j'ai nommé Ferrari, réalisé par Michael Mann et distribué en France par la plateforme Amazon Prime. Alors ce film, je l'ai rattrapé assez tardivement parce que, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, j'étais totalement passé à côté au moment de sa sortie. Voilà, le film a été balancé en catimini sur Amazon Prime, ce qui est une drôle d'idée quand même, parce que c'est un grand film hollywoodien un peu à l'ancienne, et Michael Mann est un auteur américain confirmé. Donc voilà, je trouve que c'est une drôle d'idée de bazarder comme ça ce genre de film qui aurait tout à fait mérité et gagné à être exploité en salle au vu du grand travail pictural de certaines séquences. Je pense notamment dans Ferrari à de nombreuses scènes dans des églises qui sont absolument sublimes visuellement, mais que voulez-vous, les voies des grands studios de cinéma sont impénétrables. Alors, Ferrari est un biopic, voilà. En tout cas en apparence, un biopic assez classique, qui nous raconte un moment précis de la vie d'Enzo Ferrari, donc le créateur de la célèbre marque de voitures, une vie qui est partagée entre deux mariages, un qui est officiel, un qui l'est un peu moins d'officiel, et tout ça au milieu de risques de faillite qui secouent sa société Ferrari. Voilà, donc vous l'entendez avec ce résumé biopic en apparence assez classique sur le papier, très à la hollywoodienne, voilà, et je vous avoue que quand je l'ai rattrapé, je me suis dit, bon allez, faut quand même y aller, même si ça a pas l'air de m'enchanter comme ça sur le papier, on ne sait jamais, et j'ai été cueilli. Et je m'attendais pas à l'être à ce point. Voilà, donc il m'a fallu un petit temps de réflexion quand même pour tourner autour de la question de comment cela se fait que j'ai autant aimé ce film, et en y réfléchissant, c'était une évidence. Et on en vient à ce que je développais dans l'intro, à savoir que l'amour que l'on porte à des films est souvent très personnel. Premier argument subjectif de mon amour pour Ferrari, il se trouve, peut-être que vous ne le savez pas, parce que je ne le déblatère pas non plus à longueur d'émission, je suis fan de sport automobile, en particulier de Formule 1. Voilà, je regarde la Formule 1, je suis assidûment la Formule 1, je débat de Formule 1 avec des amis à moi, avec mes parents, etc., etc. Donc voilà.
forcément, ce film est pour moi. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point parfois notre attrait pour un film repose sur quelque chose d'aussi stupide que j'aime son sujet. Mais parfois, écoutez, certains films sont faits pour nous plus que d'autres, et ça a été mon cas, en tout cas par rapport à l'amour du sport automobile. Mais c'est pas simplement un amour du sport. C'est aussi quelque chose que j'ai eu l'occasion de théoriser pour moi-même, et qu'on retrouve évidemment dans ce film Ferrari, c'est, si vous voulez, alors je sais pas comment vous le résumer, c'est une forme d'attrait que j'ai pour ce que j'appellerais la poétique de l'ingénierie. Alors, ce que j'appelle la poétique de l'ingénierie avec une expression très pompeuse dont j'ai le secret, c'est en fait tout simplement le fait d'être ému par l'idée que l'être humain, par le biais de ses créations, et notamment par le biais de machines, arrive à dépasser sa condition. Par exemple, le fait de pouvoir marcher en se créant des prothèses. Par exemple, le fait de pouvoir aller très vite en conduisant des voitures de sport ou de course. Par exemple, le fait de pouvoir voler en construisant des avions, etc., etc., de pouvoir aller dans l'espace en construisant des fusées et des stations spatiales. Bref, cette idée que la création de l'ingénierie, donc vraiment la science, quoi, les ingénieurs, peut produire une poésie qui est propre à ce type de sujet, c'est quelque chose auquel je suis sensible, en fait, tout simplement. Et en retraçant un peu mon parcours de ce genre de film, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on avait un film sur ce type de sujet, j'étais tout de suite extrêmement client. J'avais adoré Le Mans 66, aussi pour cette raison, de James Mangold, que je vous invite à découvrir. Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau film, justement, sur cette question de la poétique de l'ingénierie. J'ai eu l'occasion, lors de mon passage dans l'émission Le Cercle, là, en décembre, de défendre Saint-Exupéry, par exemple, qui, pour moi, retrace tout à fait cette question de la poétique de l'ingénierie dans les avions. J'adore Porco Rosso, etc., etc. Bref, je suis tout à fait sensible à ce sujet, et qui mieux que quelqu'un comme Michael Mann pour lui donner vie au cinéma. Parce que Michael Mann, non seulement c'est quelqu'un qui sait filmer, ce qui est déjà beaucoup dans le cinéma actuel, j'ai l'impression, mais c'est surtout quelqu'un qui aime la technologie en tant que telle. Je veux dire, c'est quelqu'un, on le sait ou on le sait pas, mais qui a beaucoup œuvré en tant que pionnier, d'un point de vue formel, pour imposer l'image numérique. C'est-à-dire, quand la caméra numérique est arrivée, une révolution mécanique pour produire de l'art différemment, ça a été l'un des premiers à embrayer ce changement et à développer une esthétique à travers ça. Donc, qui mieux que lui, en fait, pour me partager cette poétique de l'ingénierie que j'ai totalement retrouvée dans Ferrari, avec ces scènes notamment de course, qui ne sont pas les plus nombreuses du film, puisqu'encore une fois il s'agit d'un biopic, mais alors les scènes de course, je peux vous dire que c'est quelque chose, en termes de cinéma, surtout que, merci Seigneur, pour une fois nous avons des vraies voitures à l'écran. Nous avons réellement des voitures qui roulent vite et qui sont filmées, ce qui n'a l'air de rien, dit comme ça, mais a l'air du tout numérique. Je peux vous assurer que travailler cette question de la vitesse, tout en conservant cette idée de la matière, de l'ingénierie qui va vraiment à la vitesse qui est filmée, c'est quelque chose qui offre aux images que l'on a devant les yeux une puissance bien trop rare dans le cinéma d'aujourd'hui. J'ai toujours tendance à trouver que les images, lorsque le numérique est mal fait, et souvent mal fait du fait de la rapidité de la production qui est exigée par les studios, on ne laisse pas le temps aux artistes VFX de travailler suffisamment, ça rend des images qui sont très souvent dévitalisées. Et dans Ferrari, j'ai retrouvé cette vitalité-là. J'ai pu monter en poésie dans des scènes de course. Ça peut vous paraître bizarre de trouver qu'il y a quelque chose de poétique là-dedans, mais je vous assure que c'est quelque chose, lorsqu'on y fait attention, auquel on peut être sensible. Et voilà, j'ai passé tout simplement un très très bon moment. Et je suis très content de voir le style de Michael Mann appliqué au registre du biopic. Parce qu'en fait, Michael Mann, c'est quelqu'un qui a en fait, si vous voulez, cette tendance à faire des films sur le cinéma, en quelque sorte. Et là, il filme non pas un homme, Enzo Ferrari, mais il filme une légende. Parce qu'évidemment, Ferrari, c'est une métonymie, donc c'est-à-dire c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Voilà, aujourd'hui, quand on pense à Ferrari, on ne pense pas à l'homme Enzo Ferrari, on pense à la marque de voiture, évidemment, et toute la légende du sport automobile qui va avec. Et je trouve ça très intéressant de voir un cinéaste qui travaille en fait la question de l'icône cinématographique, notamment à travers la figure du cowboy, par exemple, qu'il a pu décliner dans plein de films, Miami Vice, Heat, tout ça. Collatéral, en fait, c'est des westerns. Enfin, je veux dire, ce sont des icônes de cinéma qu'il continue de faire vivre au présent. Et je trouve ça tout à fait passionnant, et je trouve ça très beau, en fait, de travailler cette question de l'intemporalité des grandes figures du cinéma, parce que ce film, Ferrari, a beau être un biopic assez classique, c'est filmé comme un film, c'est filmé comme un western, c'est filmé comme même un film de chevalier,
en quelque sorte. Et voilà quoi, je veux dire. Alors il y a aussi quelque chose d'un peu virilo-viriliste dans cette approche, bien sûr. C'est quand même un cinéma assez masculino-centré, le cinéma de Michael Mann. Mais que voulez-vous, j'y ai été sensible, j'ai été sensible à cette approche. Et je crois que quelque part, lorsqu'on aime le cinéma, on aime aussi le cinéma, j'allais dire le cinéma cannibale. C'est-à-dire le cinéma qui te dit à demi-mot, en fait, le cinéma c'est mieux que la vie. Et en fait, on s'en fout de raconter la vie. Ce qui compte, c'est de produire de la légende, de produire des scènes, de produire des moments qui vont nous emporter, de produire du spectacle, en fait. Ce qui est une manière très américaine, très hollywoodienne de concevoir le cinéma, mais qui est une vision qui peut se défendre, qui n'exclut pas d'autres visions qui d'ailleurs sont présentes dans ce top à travers d'autres films, donc on aura l'occasion de confronter ces différents points de vue sur le cinéma, mais parfois voir de la légende, on va dire, sur grand écran, ça nous fait aussi palpiter de joie. Voilà, donc je vous recommande de regarder Ferrari de Michael Mann. Après le brûlot viriliste masculiniste de Michael Mann, nous allons pouvoir passer à la douceur tragique de nos amis queer avec le numéro 9, Sans jamais nous connaître, réalisé par Andrew Haigh et distribué en France par Searchlights. Alors celui-ci, on va passer rapidement dessus, tout simplement parce qu'un épisode d'Explorer lui a été consacré, un long épisode d'Explorer en plus, où nous avons pu détailler tout le raffinement poétique de cette drôle d'histoire de fantôme. Ouais, parce que sous ces airs de film romantique, il y a quelque chose de plus étrange, de plus inclassable là-dessous. Je m'en vais dès à présent vous résumer de quoi ça parle, pour les petits chanceux qui ne l'auraient pas encore découvert. Sans jamais nous connaître nous raconte l'histoire d'un personnage qui est orphelin, qui s'appelle Adam, et qui ne s'est jamais remis de la mort tragique de ses parents. Il est scénariste de métier, et il vit seul dans un immeuble où seuls 2 appartements sont occupés. Donc voilà, ça crée quand même, je vous pose le contexte de la vie d'un personnage dépressif qui habite dans un immense immeuble tout seul. Voilà, et un soir, il va rencontrer son voisin qui est joué par Paul Mescal, Adam étant joué par Andrew Scott, et entre eux va débuter une relation amoureuse, une relation pleine de secrets. Voilà. Dans l'épisode consacré à ce film, j'ai eu l'occasion de m'épancher sur le génie d'Andrew Haigh, que je considère comme l'un des meilleurs réalisateurs en activité, notamment pour son immense talent lorsqu'il filme la poésie du quotidien. Il a vraiment une approche, si vous voulez, qui m'évoquerait presque le réalisme poétique à la française. Vous savez, ce genre de film où vous avez des histoires qui naissent et qui meurent avec une étrange douceur, toujours à l'aube d'un fantastique qui ne dit pas son nom. Il y a vraiment ce côté, on s'attendrait toujours à aller vers le surréalisme, mais aucun élément surréaliste n'intervient dans le récit. C'est juste que tout est teinté de cette douce étrangeté-là, qui donne une atmosphère très particulière au film, et surtout un côté complètement inattendu et carrément déchirant à la fin. C'est un film qui émerveille de par son raffinement, qui est vraiment le mot-clé pour moi du film, notamment lorsqu'on est auteur ou aspirant auteur. C'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé dans le cinéma d'Andrew Haigh, encore une fois, c'est l'importance qui est accordée aux détails, et à quel point ce travail sur les détails n'est jamais pensé pour surligner des traits, vous savez, à grands coups de stabilo, mais simplement pour ponctuer, et comment tous ces petits points, c'est vraiment du pointillisme en fait, et comment tous ces petits détails vont à la fin former quelque chose de grand, de pur, et tout ça sans jamais avoir l'air d'y toucher. C'est la preuve que le contemporain rend possible la poésie la plus pure. Voilà, on revenait avec Ferrari d'un film très classique, très hollywoodien, et là on en arrive vraiment vers quelque chose sur la solitude de l'ère numérique. Et non, ce monde tout numérique n'est pas totalement dévitalisé, on peut faire des contes à partir de ça, à partir de cette solitude, et ces histoires, elles méritent d'être racontées. Et Sans jamais nous connaître est là pour nous le rappeler. Et en parlant de contes, les enfants, surtout ne vous relevez pas, parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Numéro 8, Riddle of Fire, réalisé par Weston Razzouli et distribué en France par ASC Distribution. Alors, changement de registre, chers amis, puisqu'ici nous atterrissons parmi les white trash de l'Amérique profonde. Les personnages principaux sont des enfants, c'est l'été, et comme dans toutes les villes qui ont été abandonnées par les politiques publiques et par l'économie américaine, tout est fermé. Tout est abandonné, il n'y a rien à faire, donc la seule chose finalement pour s'occuper, c'est de cuisiner une tarte pour maman qui, il se trouve, à la grippe, la pauvre elle est couchée au lit, et on va lui faire une tarte parce que ça va lui faire plaisir, mais que faire lorsque les derniers œufs du supermarché ont été achetés par une secte de sorcières ?
Et c'est bien à cette question tout à fait étrange et bien ardue que le film va s'employer à répondre. Pour résumer, en gros, Riddle of Fire, c'est une relecture sous acide des Goonies. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de décrire le film. C'est très ancré, si vous voulez, esthétiquement, dans toute la contre-culture hippie, qui est transformée en espèce de folklore médiéval. Donc vous avez, en fait, en gros, si vous voulez, vous avez que des hippies, mais l'histoire qui est racontée, c'est une histoire de chevaliers, de fées et de princesses. C'est vraiment entre le conte et le film social, parce qu'il y a quand même un constat politique qui est assez dur sur ces régions-là de l'Amérique. Et en même temps, c'est une proposition esthétique complètement radicale et très premier degré, et qui est ultra rafraîchissante en fait. C'est-à-dire que parfois, c'est aussi bête que ça. Quand j'ai vu Riddle of Fire, je me suis dit, putain, j'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Ou en tout cas très rarement, c'est-à-dire que c'est vraiment un film, c'est une sorte d'ovni dans le cinéma contemporain, esthétiquement parlant, et c'est la preuve que le cinéma indépendant américain en a encore sous le coude, et ça fait franchement plaisir à voir. En plus, c'est drôle, c'est bien rythmé, c'est bien écrit, c'est original, et je suis désolé, mais moi ce mot est important chez moi. Voilà la question de savoir que le cinéma a encore des choses nouvelles, intéressantes, différentes à nous proposer. C'est un film vraiment que je peux que vous recommander, qui file la banane quoi. C'est une vraie aventure, c'est vraiment les Goonies sous acide. Je peux pas, si avec ça je vous comprends pas, je ne sais pas ce qui le fera. En tout cas, voilà, je peux vous assurer, si vous avez la chance de ne pas l'avoir encore découvert, que vous n'avez rien vu de semblable cette année. Et maintenant que les enfants sont couchés et que nous sommes enfin entre adultes, que diriez-vous d'un peu de cinéma de la cruauté? Avec le numéro 7, Kinds of Kindness, réalisé par Yorgos Lanthimos et distribué chez nous, à nouveau, par Searchlights. Nous avons un épisode de d'Explorer qui a été consacré à ce film à sketch, qui est la juxtaposition de 3 histoires, de 3 contes moraux d'une intolérable cruauté, on va dire, sur ce que l'être humain est prêt à faire lorsqu'il va au bout de ce en quoi il croit. C'est-à-dire, en gros, vous avez des convictions, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à les assumer ? Ces convictions. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse le lien de ces 3 histoires, mais la raison pour laquelle, eh bien, Kinds of Kindness est présent dans ce top, celles et ceux qui me connaissent, vous en doutez, c'est tout simplement parce que Yorgos Lanthimos c'est l'un de mes réalisateurs préférés et que j'ai cette chance extraordinaire pour un cinéphile d'avoir l'un de mes réalisateurs préférés qui non seulement est mon contemporain, parce qu'il est vivant, mais en plus il continue à faire des films, et à en faire pas mal, hein. Je crois qu'on est à 1 voire 2 par an maintenant, et à chaque fois c'est un bonheur pour moi. On a donc ce travail sur la moralité et la manière qu'elle a d'orienter les actions des individus, la morale comme prison, qui est au cœur un petit peu du cinéma de Lanthimos, avec une esthétique qui est typique encore une fois de son cinéma, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois très froid, et en même temps très amusé dans le choix, par exemple, des angles de caméra, dans le choix des mouvements, la manière de faire jouer les acteurs, et surtout cette cruauté, en fait, enfin, cette manière qu'il a de tourmenter ses personnages jusqu'au point de non-retour, avec un côté, et c'est aussi ça la singularité de Kinds of Kindness par rapport aux autres films de son cinéma, avec un côté très pulp. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment alors c'est pas son premier film américain au sens strict, mais c'est vraiment un film qui est ancré pour moi dans la culture américaine, qui reprend donc ces histoires qu'on appelle les pulp fictions, là d'où vient évidemment le nom du film de Quentin Tarantino, c'est-à-dire ces histoires, on va dire, un peu salaces, un peu sombres, qui, on va dire, se cachent derrière le vernis des belles maisons bien entretenues américaines. C'est quelque chose qui est au cœur un peu de l'esthétique pulp, et que pour moi ici, Lanthimos se réapproprie avec son style, avec son ton, auquel je comprends tout à fait que l'on n'adhère pas, mais qui personnellement me met dans une joie, me met dans une joie totale, si vous voulez. C'est du La Bruyère, c'est un peu du La Bruyère cocaïné. Oui, c'est La Bruyère étant un auteur moraliste qui dépeignait à gros traits avec beaucoup d'ironie et de cynisme et de violence aussi les travers de ses contemporains. Pour moi, Lanthimos est un auteur moraliste au sens noble du terme, qui écrit des contes moraux, en fait, en quelque sorte, et il le fait avec tout son côté bizarre, violent, qui se permet tout, une espèce de je m'en foutisme un peu dandy qui en même temps est toujours dans l'inventivité. C'est la raison pour laquelle je l'adore, évidemment, parce que cette manière qu'il a d'ouvrir toutes les vannes possibles, c'est aussi une manière pour lui de s'explorer en tant que metteur en scène. C'est vraiment du cinéma sans Dieu ni maître, et c'est aussi la preuve que nous, les adultes, on mérite aussi d'avoir des contes. Mais après les contes vient le moment de redescendre sur Terre,
et de regarder la réalité bien en face, avec des sujets bien plus tragiques. Nous allons commencer à retrouver notre sérieux avec le numéro 6, Une famille, réalisé par Christine Angot et distribué par Noor Films. Une famille est un documentaire qui s'inscrit dans le travail littéraire de Christine Angot qui est une auteure, qui a notamment travaillé autour de l'inceste qu'elle a subi de la part de son père. Voilà, Christine Angot a subi des viols incestueux, de nombreux viols incestueux, et a beaucoup travaillé autour de cette question dans beaucoup de ses livres, y compris dans le dernier, Le Voyage dans l'Est, que j'ai lu, pour le coup, et dont ce documentaire s'inscrit dans la parfaite continuité. Si je dois vous résumer un petit peu l'œuvre artistique de Christine Angot, ce sont des récits, qu'ils soient littéraires ou cinématographiques, qui tournent autour, en fait, de l'impossibilité de dire les choses. C'est-à-dire que quand on a vécu un inceste, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, et toute la question de son travail, en fait, c'est de parvenir en quelque sorte à mettre les mots justes sur la réalité innommable qui lui est arrivée. Et elle poursuit ce travail dans ce documentaire en y ajoutant une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'impossibilité de dire, mais c'est aussi confronter ceux qui n'ont pas voulu voir. Notamment la femme qui a épousé son père, à Christine Angot, alors même qu'elle était au courant de ce dont Christine Angot l'accusait. Voilà, donc ça donne lieu à des scènes, si vous voulez, qui illustrent très bien la raison pour laquelle on peut autant aimer le documentaire, c'est-à-dire que vous avez des scènes d'une vérité telle que jamais aucun auteur, jamais aucune auteure ne parviendra jamais à rendre avec autant de justesse toute la complexité des situations. Et c'est ça que nous donne à voir le documentaire, de façon inédite, en général, et celui-ci en particulier, à travers des scènes qui sont tout bonnement inimaginables. C'est-à-dire qu'en fait, tu es incapable de t'imaginer à quoi ça ressemble une conversation entre la femme qui a été violée par son père et la femme qui a épousé son père en sachant que la fille avait été violée. Tu ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble. Et bien ce film-là nous offre ça. Et nous offre une scène qui est absolument sidérante. Et le film est truffé de moments comme ça absolument sidérants qui cherchent, je vous le disais, à saisir toute la complexité, tout l'innommable qu'il y a derrière l'inceste. Et ça, je m'y attendais. Je m'y attendais parce que Christine Angot, c'est une auteure que je connais, je vous ai dit, j'avais lu certains de ses livres, donc je m'attendais à retrouver ça, si vous voulez. Par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, et c'est la raison pour laquelle ce film est aussi haut dans le classement, je ne m'attendais pas à me prendre une claque esthétique, en fait, devant le film. Parce que, je vous l'ai dit, tout le travail de Christine Angot tourne autour de l'innommable, et donc de comment est-ce qu'on peut décrire quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Eh bien, elle prend cette réflexion et elle l'applique au cinéma. C'est-à-dire, comment rendre compte dans un film de choses qu'on ne peut pas filmer. Et ça, c'est une question qui est incroyablement intéressante. Parce que, quand vous faites un documentaire sur l'inceste, il n'y a pas d'image de ces scènes, c'est-à-dire, a priori, le violeur incestueux n'a pas filmé, en fait, ce qu'il était en train de faire. On va évidemment pas engager des acteurs pour refaire ça, parce que nous ne sommes pas des malades mentaux. Donc toute la question, c'est comment on fait un film sur un sujet qu'on ne peut pas filmer. Et en partant de cette réflexion-là, Christine Angot va beaucoup plus loin, puisqu'en fait elle va montrer, tout au long du film, des photos, des films Super 8, des cassettes de magnétoscope, etc., de moments de sa vie, qu'en fait elle va commenter, en expliquant ce que les images ne montrent pas. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une scène, moi j'en sais rien, de famille, etc., où elle sourit, elle joue au ballon, etc., et on va avoir la voix off de Christine Angot qui va nous dire « Ah bah là, le week-end d'avant, mon père m'a sodomisé, etc. » Et alors évidemment, au-delà de la violence terrible de cette idée, ça crée, je trouve, une réflexion qui est extrêmement passionnante sur le cinéma, à savoir que les images ne montrent jamais rien. De la même manière que les mots ne décrivent jamais rien. En tout cas pas avec la justesse nécessaire. Et tout ce travail de l'innommable, que j'avais adoré dans les œuvres littéraires de Christine Angot, je l'ai à nouveau adoré dans ce documentaire, parfaitement bien adapté au format, parce qu'elle a changé aussi de médium. Donc voilà, c'est une très très belle réussite, Une famille, et ça vaut tout à fait la 6e place de Stop. J'annonce quand même, voilà, c'est quand même assez chargé comme film, donc c'est pas le genre de film qu'il faut regarder quand on est un peu triste. Voilà, c'est ça que je veux dire, et évidemment trigger warning pour les personnes qui auraient
qui auraient subi ou qui connaîtraient des gens qui auraient subi des choses similaires. Voilà, c'est des sujets qui sont compliqués, c'est des sujets qui sont difficiles, donc ne vous jetez pas dans ce genre de film avec naïveté. Voilà, maintenant on va pouvoir souffler un peu. Ça fait du bien de souffler. Ah bah non, parce qu'on me fait signe que maintenant on va parler des chambres à gaz. Numéro 5, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, distribué en France par Back Films. Alors là, c'est vraiment le moment du top où c'est la grosse joie. Mais l'avantage, c'est que La zone d'intérêt est un film qui a été vu, je pense, par quasiment toutes les personnes qui vont entendre cet épisode ou qui ont au moins lu, vu ou écouté des commentaires sur ce film. Voilà, donc on va pouvoir aller assez vite, d'autant qu'il y a un épisode de d'Explorer qui a été consacré à ce film et à son dispositif, donc je vous renvoie à cet épisode. Toujours est-il que c'est pas possible de ne pas mettre un film comme La zone d'intérêt dans ce top, même si j'avais émis quelques réserves, notamment sur les limites de la démarche de Glazer avec ce film. Je trouvais qu'il y avait certaines limites, mais ce dispositif, si vous voulez, est complètement glacial et chirurgical du hors-champ. Toute la question de l'opérativité derrière la caméra de surveillance avec les plans fixes, toute cette manière d'observer le crime et les bourreaux sans jamais intervenir, avec un quotidien qui est très troublant parce que parfois il est même carrément familier, c'est du jamais vu. En fait, et là pour le coup, encore une fois, mon amour entre guillemets de l'originalité, on le retrouve avec ce film, parce que j'ai jamais vu un film comme ça. Et je pense que personne n'a jamais vu un film comme ça, et c'est la raison pour laquelle il a autant marqué aussi. C'est parce que là, pour le coup, on a une proposition qui est d'une radicalité formelle assez extraordinaire. C'est un immense film de mise en scène qui, j'en suis persuadé, va marquer l'histoire du cinéma. Il y aura vraiment un avant et un après, mais en même temps c'est une habitude de la part de Jonathan Glazer, parce que avec Yorgos Lanthimos, j'ai été gâté cette année, c'est l'un de mes autres réalisateurs préférés et il est lui aussi vivant, c'est lui aussi mon contemporain et lui aussi il continue de faire des films, donc encore une fois j'ai beaucoup de chance. Et donc je suis fier de le compter parmi mes réalisateurs favoris et de voir à quel point est-ce que son travail peut aussi faire l'unanimité, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours de sa carrière. En tout cas voilà, La zone d'intérêt c'est un immense film, j'imagine que vous le saviez déjà et que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le faire entendre dire. Par contre je vais quand même juste faire un rapide aparté sur les quelques problème entre guillemets, en tout cas sur les limites du dispositif que je vois, ce qui explique qu'il ne soit pas plus haut. En fait, si vous voulez, quand on a un dispositif formel d'une telle puissance et un sujet aussi irrespirable, en fait, ça rend très complexe de ne pas être dans une position de spectateur, j'allais dire humble. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas ce sentiment que j'ai pu retrouver dans les films suivants du top, et qui est un sentiment extrêmement important pour moi, c'est la joie. La joie de voir un cinéaste, une cinéaste s'exprimer totalement, proposer une vision qui lui est propre, et pouvoir en jouir en se disant je suis en train de vivre un grand moment et c'est un moment de bonheur. Ce que je suis en train de vivre, parce que le cinéma ça me touche, parce que l'originalité ça me touche, parce que voir du grand art se dérouler devant moi, c'est un sentiment qui est absolument merveilleux. Et cette joie-là, je ne peux pas la ressentir devant La zone d'intérêt, parce que le film me met dans une position de respect, de deuil, de sidération, de mémoire, et donc ne me permet pas d'atteindre la transe joyeuse, en quelque sorte, que peut provoquer chez moi le cinéma. Donc je reconnais le génie du film, je reconnais la puissance folle de la démarche, mais je ne monterai pas plus haut que 5e pour ces raisons-là, parce que je ne regarde pas des films que pour avoir envie de mourir, et qu'il est temps de retrouver un peu de bonheur dans tout ça. Et nous allons donc de ce pas pouvoir passer au numéro 4, qui est un ex-aequo. Ouais, un ex-aequo parce que c'était impossible pour moi de départager les deux films. En fait, tout simplement, j'ai essayé d'en mettre un au-dessus, puis l'autre, puis de redescendre, et en fait, ça m'allait pas. Je n'arrivais pas, on va dire, à les séparer, d'autant que ce sont deux films du même genre, donc c'était très difficile pour moi, on va dire, de dire, mais alors ça c'est un peu mieux sur tel aspect, mais ça non, enfin bref, voilà, c'était un bordel, donc je me suis dit, écoute, on va tout simplement les mettre ex-aequo. Deux films d'horreur, ex-aequo, parce que nous avons été très très gâtés en termes de cinéma d'horreur cette année. Le premier de ces deux films, on va aller assez vite dessus parce que je pense que tout le monde l'a vu et le film a été tellement commenté, y compris par moi, parce qu'il y a un épisode de d'Explorer qui lui est consacré, qu'on va pouvoir faire vite.
Le numéro 4, c'est évidemment The Substance, réalisé par Coralie Farja et distribué par chez nous par Metropolitan Film. C'est un superbe conte horrifique électro-punk avec une réflexion féministe de toute beauté et d'une grande puissance que l'on a pu analyser plus en détail, on va dire, au-delà de la question du regard qui est porté sur la femme. J'avais le sentiment que le film allait plus loin et traitait la question du corps et du corps productif dans le détail, donc je vous renvoie vers l'épisode de D'Explorer qui est consacré. C'est un film passionnant, c'est un vrai bon film d'horreur, quoi, c'est-à-dire où l'horreur est traitée jusque dans ses recoins burlesques. Ce qui est assez rare pour être signalé, avec toute la frénésie d'une auteure qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui nous transmet sa joie. C'est-à-dire que c'est vraiment un film, il y a un sentiment, je trouve, qui est assez proche de la communion avec la réalisatrice quand nous on regarde ce film, où on finit par s'éclater autant qu'elle, avec un amour du monstre qui est complètement contagieux. Les deux actrices rayonnent, c'est un grand oui, on s'éclate, ça rend heureux. Voilà, ça rend heureux ce genre de moment de cinéma. Et si jamais vous faites partie des rares personnes qui n'avaient pas vu The Substance, écoutez, je vous le recommande très chaudement parce que c'est un film qui donne une de ses patates. Voilà, en tout cas quand on est sensible à ce type de registre, c'est vraiment un très très grand oui. Mais je m'y attendais un peu à ce que ce soit un grand oui. C'était pas une surprise parce que le film avait été très très bien accueilli à Cannes, etc. J'avais vu des extraits, donc je m'attendais, on va dire, à l'aimer. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre film, qui est en 4e position, ex aequo donc. Alors là, pour le coup, si je n'avais pas été forcé de le voir, c'est vous dire à quel point je ne l'aurais pas vu, et donc je serais passé à côté d'un de mes moments de cinéma les plus inattendus et les plus forts de cette année. J'ai nommé Smile 2. Réalisé par Parker Finn et distribué par chez nous, attendez, je regarde mes notes, par la Paramount. Voilà, Smile 2. Smile 2 finit 4e de mon top des meilleurs films de 2024. J'ai pas compris. Voilà, je n'ai pas compris non plus. Donc suite, Smile 2 de Smile 1, je pense que vous vous en doutiez, également réalisé par Parker Finn, qui était un film d'horreur d'exploitation correct, mais bon, assez basique. Et là donc cette suite qui finit devant La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Mais que voulez-vous, là c'est pareil, Là, j'ai vécu un grand moment de joie, aussi de joie cinématographique devant ce film, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Parker Finn. Peut-être qu'il a appris qu'il était atteint d'une très grave maladie et il s'est dit « Je dois mettre tout ce que j'ai envie de faire dans le cinéma dès ce film parce que je vais clamser après. » Merci, donc c'est pour le meilleur. En fait, c'est grand, Smile 2. Aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi fou que de considérer qu'un film d'exploitation, parce qu'en plus c'est vraiment un film d'exploitation, quoi, horrifique à viser grand public, peut l'être, c'est un grand film. C'est un grand film de mise en scène, Smile 2. Le film est bourré à ras-bord d'idées de cinéma horrifique, vraiment super originale et surtout très puissante. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis ex aequo avec The Substance, parce que Smile 2 n'est pas un film, on va dire, aussi intelligent que l'est The Substance, parce que je crois vraiment que c'est un film intelligent. On a eu l'occasion d'en parler dans l'épisode de D'Explorer. Là, on est vraiment plus sur une inventivité formelle en termes de moments horrifiques que j'avais pas vu depuis des années dans le cinéma d'horreur. Vous avez dans ce film des scènes authentiquement flippantes. Et encore une fois, moi je suis plutôt un amateur de films d'horreur. En fait, je suis un amateur de tout. Je pense que vous commencez à le comprendre au vu de ce top. Moi, j'aime tous les registres de cinéma. J'ai aucun problème à aimer tout et n'importe quoi du moment que je sens qu'il y a un auteur derrière qui a essayé de faire quelque chose et que c'est original, qu'il y a une sincérité dans la démarche. Mais là, putain, il y a vraiment des scènes qui foutent les boules, quoi. Enfin, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le train fantôme pris au pied de la lettre et travaillé autour d'un raffinement psychologique des personnages que, pareil, j'avais pas vu depuis très longtemps dans le cinéma d'horreur. C'est-à-dire que, pour vous résumer un peu de quoi parle Smile 2, donc Smile, c'est l'histoire d'une malédiction où en gros les gens se font attaquer par d'autres qui sourient. Voilà. Je vous résume à peu près la saga pour ceux qui connaîtraient pas. Et donc dans le 2, nous avons une pop star très très connue, en gros c'est Katy Perry ou Miley Cyrus, voilà, qui est contaminée donc par cette malédiction. Et pendant 2h15, nous sommes avec elle, dans sa tête,
victime avec elle de ses hallucinations, victime avec elle de à quel point cette malédiction détruit sa vie en fait méthodiquement sur tous les aspects du réel en fait, jusque dans ses rêves, etc. Et c'est juste terrifiant. Enfin, il y a une espèce, si vous voulez, de rouleau compresseur tragique qui avance vers le personnage comme ça, jusqu'à la conclusion qui est tragique, elle aussi. Et c'est une sorte de revisite du mythe de Black Swan, donc avec... j'appelle ça le mythe de Black Swan, hein, peut-être que ça a un autre nom, mais vous savez, en gros, c'est cette idée de l'artiste qui devient fou. En gros, c'est ce type d'histoire. Et c'est juste fabuleux. C'est fabuleux, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien interprété. Et vous avez, encore une fois, des scènes authentiquement badantes. Mon seul et unique cri devant un film, vous savez, le « ah » comme ça, le cri de peur et de rejet, c'était devant Smile 2. Voilà, et j'en ai regardé des films et des films d'horreur, parce que ma moitié adore les films d'horreur, donc on en regarde beaucoup. Vous avez une scène dans Smile 2, une scène dans un appartement, avec une troupe. Voilà, je vais pas en dire plus, ceux qui savent, savent. C'est une de mes scènes préférées de cinéma de toute l'année. Voilà. En termes d'inventivité visuelle, en termes de mise en scène, en termes de chorégraphie des corps, en termes de peur qui est suscitée par la scène, c'est juste merveilleux. C'est un moment de cinéma absolument merveilleux. Et aussi fou que ça puisse paraître, je vous recommande très 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 chaudement de regarder Smile 2, parce que c'est vraiment super. C'est vraiment super. Et c'était tellement inattendu que le plaisir et la joie procurés par toute cette inventivité n'en a été que décuplé. Voilà, donc allez voir Smile 2, chers amis, c'est un grand moment. Et donc si vous savez compter, nous en arrivons au trio de tête. Il n'y a plus d'ex-aequo là, donc il en reste que 3, je vous rassure, l'épisode est déjà assez long comme ça. Nous en arrivons donc, je disais, au trio de tête, le suspense est à son comble, je lis mes notes, hein. Et ma joie est à son comble également. Putain, c'est bizarre, j'ai écrit ça, d'accord, ok. Voici mes 3 films préférés de l'année 2024, et vous allez le voir pour des raisons assez différentes les unes des autres. C'est pas si mal écrit pour des notes préparatoires. Bref, numéro 3, Emilia Pérez de Jacques Audiard, distribué en France par Pathé Film. Nous avons, chers amis, un gros épisode de l'émission qui est consacré à ce film, qui, je l'ai remarqué à l'occasion des tops et des flops de mes comparses critiques, est un film qui divise. Et qui divise, j'ai remarqué, de façon assez radicale. Hein. C'est-à-dire que, apparemment, m'a-t-on dit que beaucoup de gens considéraient ça comme de la daube, hein, comme une immonde merde. Au risque de vous surprendre, j'y vois là la démonstration de la force de la proposition. Voilà, parce que moi j'ai toujours tendance à dire, quand un film divise à ce point-là, où on a des avis assez unilatéraux à son propos, c'est-à-dire soit des gens qui adorent, soit des gens qui détestent, bah c'est bien qu'on a quelque chose de radical à l'œuvre. Et radical, ça l'est. Nous retrouvons Jacques Audiard qui continue son exploration de la violence et du virilisme comme composante tragique de la condition humaine, hein, tout en subtilité et en finesse évidemment. Nous sommes chez Jacques Audiard, mais cette fois en faisant voler en éclats toutes ces barrières formelles. L'histoire donc d'une chef de cartel mexicain qui décide de transitionner pour devenir la femme qu'elle a toujours été, en comédie musicale. Je vous avoue que c'était pas dans mon bingo 2024, voilà, je ne sais pas vous. En tout cas voilà, c'est un pitch généreux, on va pas se mentir, dont la générosité m'accueillit et qui a totalement été transfiguré en spectacle permanent par Audiard. C'est un film du trop. C'est suresthétisé, c'est surdramatisé, c'est chanté, c'est dansé, ça chiale, ça aime, ça tue, bref, ça vit. C'est complètement opératique du début à la fin. Moi, je m'en suis pas remis de la proposition depuis le moment où je l'ai vu. C'est formellement complètement hystérique et je comprends tout à fait qu'on n'aime pas. Ce genre de radicalité, si vous voulez, qui ne fait à aucun moment dans la demi-mesure ne satisfasse pas tout le monde. Voilà, mais en tout cas, chez moi, c'est l'amour qui est ressorti de tout ça. C'est vraiment un tourbillon, un roller coaster, c'est une aventure ce film. Il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai analysé évidemment les a priori de l'artificialité dans le cinéma d'Audiard et à quel point c'est intéressant par rapport à ce film dans l'épisode d'Explorer qui est consacré, mais surtout ce que j'ai d'abord envie de vous vendre, c'est un grand spectacle, c'est de la grande émotion, c'est du cinéma formellement, voilà, qui essaye plein de choses, y compris des trucs un peu absurdes, enfin voilà, il y a une prise de risque qui est faite avec ce film, à laquelle j'adhère totalement et que je défendrai jusqu'au bout.
Le film m'a bouleversé aussi. Voilà, j'ai adoré en fait, et parfois, bah merde, ça se résume à ça quoi. Donc, eh bien, merci Jaco. Merci de m'avoir offert ce qui est probablement mon plus beau spectacle cinématographique de l'année 2024. Et j'en avais bien besoin, vu l'année de merde qu'on avait devant nous. Et puis, surtout, vu le drame suffocant qui se joue en deuxième position de ce top. Numéro 2, Les Fantômes, réalisé par Jonathan Millet et distribué en France par Memento. Commençons d'abord, chers amis, par le pitch de ce film, qui est injustement passé inaperçu, parce que je crois qu'il a à peine fait 100 000 entrées, alors que je suis pas loin de penser que c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est vous dire à quel point j'ai les boules. J'ai les boules. Le film raconte l'histoire d'immigrés syriens, prisonniers politiques qui ont fui le régime de Bachar al-Assad, et qui réalisent, en France, alors qu'ils sont en France, que un de leurs bourreaux, donc une des personnes qui a été engagée par le régime de Bachar al-Assad pour torturer les prisonniers politiques, a lui aussi fui en France. Sauf que problème, eux, à chaque fois qu'ils se faisaient interroger et torturer, ils avaient les yeux bandés, donc ils ne savent pas à quoi il ressemble. Et ils vont décider de le traquer. Et j'ajoute que c'est une histoire vraie. C'est absolument immense, c'est un immense film de traque, d'espionnage, c'est suffocant du début à la fin, et c'est surtout, d'un point de vue plus philosophique, on va dire, une réflexion très 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 intéressante sur une question qui est infiniment complexe et passionnante, à savoir la question de la banalité du mal. C'est-à-dire, en fait, est-ce que cet homme qui a torturé au nom d'un régime peut être tenu responsable ou pas de ses actes ? Est-ce qu'on peut mener une vie normale et être quelqu'un d'a priori sans problème, sans rien, alors qu'on a commis des choses pareilles ? Est-ce qu'on le porte sur nous ? Est-ce que ça nous hante ? Est-ce qu'on vit avec ça ? Ou est-ce qu'on arrive à faire une espèce de scission, si vous voulez, de dissociation entre des horreurs qu'on a pu faire et le fait de reprendre des études, par exemple, etc. Enfin, voilà, c'est un film sans fin, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc tellement puissant qui est à l'œuvre dans chaque scène du film, que ce soit formellement, philosophiquement, scénaristiquement, que je peux que tomber à genoux. C'est sidérant comme film. Mais vraiment, pour moi, et en plus, c'est d'un raffinement de mise en scène, c'est interprété avec une justesse, le film n'en fait jamais trop, c'est tout en délicatesse, ce qui est un mot évidemment un peu étrange pour parler d'un sujet comme ça, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné, c'est juste immense. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un premier film. Putain, c'est un premier film. Regardez Les Fantômes. Voilà, je veux pas vous... En fait, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film, donc je vais pas pouvoir rentrer plus dans les détails que ça, mais c'est vraiment, si vous aimez les films d'espionnage, si vous aimez les grands moments de cinéma tout simplement, si vous aimez les drames humains, si vous aimez... Enfin vraiment, il y a tout quoi, je veux dire, c'est un film monde qui est passionnant sur la psychologie, sur la question de l'exil, sur la question du traumatisme, sur la question de la banalité du mal qui est au cœur du film, avec des scènes d'observation de ce supposé bourreau qui mène une vie normale ou a priori normale alors qu'on sait tout ce qu'il a fait et qu'on entend les sons en voix off de tout ce qu'il a fait à tous ces pauvres gens, etc. Enfin, c'est immense. Donc à la fin de ce top, vous savez ce que vous avez à faire. Vous foncez regarder Les Fantômes de Jonathan Millet et vous revenez après dans les commentaires pour convaincre d'autres personnes d'aller voir Les Fantômes de Jonathan Millet. Non, vraiment, foncez, vous allez voir, c'est absolument exceptionnel. Et d'un point de vue objectif, comme si ce mot avait un sens, d'un point de vue objectif, je vais quand même l'utiliser, c'est probablement ma plus grosse claque, on va dire, de cinéma de l'année, même si ce n'est pas le numéro 1, parce que le numéro 1 ne pouvait pas être autre chose que Pauvre créature, réalisé par Yorgos Lanthimos. J'ai eu tort de parler d'objectivité pour introduire ce film, parce que là, pour le coup, on est dans la subjectivité la plus totale, qui va un peu, vous allez voir, être l'accomplissement de tout ce que j'ai pu développer dans cet épisode, dans ce top. Yorgos et moi, je l'appelle par son prénom, Yorgos et moi, on a une relation très personnelle. Voilà, j'adore son cinéma, je l'ai toujours aimé depuis le début, et c'est un réalisateur qui a une place très particulière dans mon cœur, parce que c'est un réalisateur qui, lorsque je suis sorti de la salle
de The Lobster à l'époque m'a donné une leçon extrêmement importante sur le cinéma, à savoir qu'au cinéma, tout est permis. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est un sentiment de joie euphorique qui me traverse à chaque fois que je regarde un de ces films, où je me dis, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Le cinéma est sans limite. On peut faire un film avec un sujet aussi bizarre que des célibataires qui se transforment en animaux. Et ce sera un grand film. Et moi, ce truc-là, c'est probablement une des leçons les plus précieuses que m'a donné à son corps défendant, parce qu'il n'est pas responsable de ça, mais voilà, que m'a donné un cinéaste, et c'est très très inspirant quand soi-même on écrit, et qu'on réalise d'avoir des choses comme ça, d'avoir des messages de ce type-là. Donc voilà, relation très particulière, amour général de son style, hein, vous m'avez entendu sur Kinds of Kindness, mais alors là, si vous voulez, je parlais d'hystérie pour Emilia Pérez. Là, pour ce qui est de Pauvres créatures, je parlerai plutôt d'euphorie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde s'est dit vous savez quoi, on s'en fout, en fait, on va y aller à fond. je sais pas comment vous le dire autrement. Il y a tout ce que j'aime dans le cinéma. D'abord, il y a l'inventivité. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un film original. C'est un film qui ne ressemble pas à d'autres choses que j'ai pu voir. D'abord d'un point de vue de la direction artistique, parce que c'est quand même un film qui a une gueule artistique qui est absolument fabuleuse. D'un point de vue de la tonalité du jeu des acteurs, j'ai très rarement vu des acteurs jouer de cette manière-là. D'un point de vue de la manière de placer sa caméra, t'as l'impression que chaque scène, Yorgos Lanthimos, je vais pas dire invente, mais en tout cas propose une nouvelle manière absurde et inattendue de filmer. D'un point de vue du ton aussi, c'est un film qui est à la fois tragique, extrêmement drôle, extrêmement vulgaire et extrêmement poétique. Et puis surtout, et ça je ne m'explique toujours pas comment c'est possible, c'est un film qui arrive à la fois à être horriblement tragique et sublimement joyeux. Et ça, c'est quand même un paradoxe qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le film, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui pense se libérer de ses déterminismes sociaux et qui, à la fin, redevient exactement ce que la société attend d'elle. Des gens qui ont pu croire que c'était une espèce d'éloge sur le libéralisme à la Voltaire, sur le fait de cultiver son jardin, je ne trouve pas du tout. Pour moi, c'est un film d'une violence sociale absolument terrible, implacable et vraiment tragique au sens des tragédies grecques, quoi. Il y a le fatum, le destin social de cette femme qui, quoi qu'elle fasse, ne pourra jamais se libérer de ce que l'on attend d'elle, qui est absolument terrible. Et en même temps, c'est l'histoire d'une émancipation. C'est l'histoire de quelqu'un, parce que j'ai du mal à appeler ça une femme, je veux dire, c'est quand même une créature artificielle, c'est une chimère en fait, en quelque sorte, Bella Baxter dans Pauvres créatures, qui essaye de se libérer de tout, et le film est une espèce de course comme ça, effrénée vers de nouveaux horizons, ce qui nous offre aussi des nouveaux horizons de cinéma, parce que ça donne l'occasion de construire d'autres décors tout aussi sublimes et de créer d'autres scènes tout aussi originales, etc. C'est un film monde, c'est un film fou, c'est un film qui me met dans un état de joie esthétique qu'aucun autre film n'a atteint pour moi cette année. Et en fait, c'est ça, le meilleur film de l'année pour quelqu'un, enfin en tout cas pour moi, c'est le film qui nous a donné le plus de joie, une joie propre au cinéma. Et, en ce qui me concerne, cette joie, je l'ai atteint avec Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos. C'est un film dont je suis admiratif. Je suis en admiration quasiment béate devant l'inventivité, la créativité, le je m'en foutisme total et poétique de ce film. Voilà quels étaient mes 10, en fait 11 films préférés de l'année 2024. J'ai hâte de découvrir vos classements à vous dans les commentaires, donc encore une fois, n'hésitez surtout pas. Et puis moi je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite pour continuer à parler de cinéma tous ensemble. J'espère que vous n'avez vu aucun film de stop, comme ça vous fait de très belles merveilles à rattraper. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.